Donc aujourd'hui, on va parler des effets des champs électromagnétiques, aussi bien de basse fréquence, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est ligne électrique, haute tension ou de l'électricité domestique, ou aussi bien de la haute fréquence, que ce soit la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, les antennes relais, les téléphones mobiles, voilà. Donc on va essayer de faire un petit peu un état des lieux des connaissances à la fois sur l'électro-hypersensibilité et puis sur des maladies plus de moyen long terme, voilà, comme sur les cancers, des choses comme ça. Et on a plusieurs thématiques. Alors moi je commence souvent les réunions en demandant à la salle un petit peu pourquoi ils sont venus, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les thématiques qu'ils veulent voir abordées. Comme ça permet aussi aux intervenants d'être plus raccords, parce qu'on n'a que 3 quarts d'heure. Donc sur cette thématique des ondes, moi j'ai listé plusieurs thématiques, mais ça peut être d'autres, hein. Il y a l'accès aux soins, l'errance médicale des personnes qui souffrent. Il y a tout ce qu'on peut faire chez soi aussi en termes de prévention, notamment en termes de prévention pour les enfants et pour les adolescents. Il y a toute la question autour des études qui sont faites, de notre rapport aussi aux institutions quand on les rencontre, etc. Ça, Pierre-Marie pourra en parler longuement. Vu qu'aujourd'hui, il devait y avoir aussi Marc Arasi, qui est président d'Alert PhoneGate. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On peut en faire aussi un sujet. Et puis peut-être discuter aussi de ce que les associations essayent de monter, notamment en termes d'habitat, que ce soit en ville ou dans des lieux plus protégés qu'on appelle des zones blanches. Voilà, il y a plusieurs associations qui font des actions pour trouver des lieux ressources pour les personnes électro-hypersensibles en France et ailleurs. Donc si vous voulez bien, peut-être si vous voulez intervenir déjà, savoir quel thème vous voulez voir abordé en priorité, vu qu'on n'a que 3 quarts d'heure. Les conseils de prévention pour les enfants et puis pour tout le monde, ouais. D'accord. Peut-être sur cette première question, Catherine, tu veux peut-être commencer ? Vous m'entendez ? Bonjour. Alors je me présente d'abord, je m'appelle Catherine Néran, je suis kinésithérapeute, intolérante aux ondes, et j'ai découvert la problématique de l'électrosensibilité parce que j'ai 3 jeunes adultes, et la dernière a commencé des symptômes pendant 2 ans, je n'ai pas compris ce qui lui arrivait à 14 ans. Ça a été un parcours du combattant. Et quand j'ai été amenée à prendre conscience qu'effectivement, elle présentait des symptômes en lien avec les hyperfréquences et éventuellement les basses fréquences, j'ai voulu étudier la physique des ondes et j'ai revu ce qui était la partie professionnelle qui me concerne en tant que kinésithérapeute, c'est la somesthésie, la sensorialité du corps. Il ne faut pas oublier que chacun d'entre vous a un corps. On l'a complètement oublié. On est dans un monde où on n'est que dans le cerveau, on pense beaucoup. On apprend beaucoup, on fait du sport pour se décharger parce qu'on est tout le temps assis, hein, on n'a pas du tout adapté les postes de travail à la fonctionnalité du corps, mais surtout on a mis des objets qui sont des prothèses pour moi et qui en plus sont des émetteurs. Donc il y a divers émetteurs qu'on a mis dans nos lieux de vie et dans mon cabinet, j'ai de plus en plus de patients qui présentent des symptômes qu'on peut mettre en lien avec ce qu'ils ont chez eux. Nos habitats ne sont plus sains. Et j'aimerais vraiment que vous repartiez aujourd'hui avec cette idée, qu'est-ce que je peux faire chez moi pour avoir un habitat sain, le moins pollué possible. La symptomatologie est très variable parce que nous sommes chacun uniques. Nous avons tous des émetteurs différents, nous ne les utilisons pas de la même façon et notre corps réagit en fonction de ce qu'il est. Un enfant plus petit a un cerveau à la paroi osseuse beaucoup plus petite, les ondes vont le traverser plus facilement. La personne âgée, c'est la même chose. Donc arrêtez de mettre de la Wi-Fi, des tablettes numériques dans les mains des personnes âgées. C'est vraiment pas, vous leur rendez pas service. Les femmes enceintes, je suis désolée, on ne met pas une tablette numérique et un téléphone portable près du ventre. Le placenta n'est pas blindé. Vous avez un rayonnement. Nos corps sensoriels qui sont déjà dans la peau entraînent un arc réflexe. Et là, on joue au niveau du système neurovégétatif et on va avoir divers symptômes qui peuvent aller au niveau des maux de tête, des acouphènes, des étos crâniens, des sensations vertigineuses, des acouphènes, des palpitations, des angoisses, des oppressions,
un transit complètement perturbé. Alors on va remettre en question son alimentation, très souvent, et c'est une bonne chose aussi. Et des douleurs musculaires, articulaires. Et régulièrement chez des patients, je ne comprends pas, j'ai une approche particulière du corps, je suis mésiériste, chéniste GDS, c'est-à-dire que j'ai une approche globale du corps. Quand la personne vient, elle ne vient pas que pour un symptôme, on passe en révision toute la symptomatologie de la personne. Et au bout d'un moment, mes séances ne font pas effet, c'est à ce moment-là où je vais dire à mes patients, maintenant, comment utilisez-vous la Wi-Fi, le téléphone portable? Eh bien, vous allez expérimenter. Parce que la science, actuellement, elle ne fait pas les expérimentations in vivo, mais elle les fait in vitro. Et elle les fait sur une fréquence. Chez vous, vous avez une multiplicité de fréquences. Je pense que tu les développeras, Pierre-Marie, ça sera plus simple. Et donc là, le corps ne comprend pas. Et le problème, c'est que ces ondes sont pulsées. Donc, comme si vous faisiez de l'électrostimulation, et pas de l'électrothérapie comme quand on en fait en kiné. Et du coup, il y a un message et le corps essaye de maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre des fonctions végétatives, organiques. Et au bout d'un moment, comme les impulsions sont permanentes, continues, fortes, le corps va décompenser et va essayer de faire le mieux possible, mais au bout d'un moment, les symptômes vont arriver. La personne qui est intolérante ou électrosensible, le plus souvent va faire la découverte par elle-même. Elle va se dire, tiens, quand je vais dans cette zone, j'ai plus mes maux de tête. Ça va mieux, je dors mieux. Alors l'insomnie, je peux vous dire que le nombre de gens qui ont des insomnies, il est grand temps de couper votre Wi-Fi, d'enlever le radio-réveil, les rallonges sous le lit. Tout ce qui est émetteur, votre téléphone portable, vous achetez un réveil à pile qui ne fait pas de bruit, il n'y a aucun problème, il marche très bien, et ils ne font pas de bruit. Et là, vous expérimentez. Le seul moyen, c'est d'expérimenter. Votre corps vous donne des informations, écoutez-le, et puis après, allez éventuellement vous renseigner auprès d'associations qui vous donneront plus d'informations. On a des appareils de mesure qui mettent en évidence les pollutions. Voilà, moi je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions. Le progrès, certes, mais pas au prix de l'humain. Donc, essayez d'avoir des habitats le plus sains possible. Les lieux de travail, c'est exactement la même chose. Les lieux de travail, on vous met en télétravail et vous avez la Wi-Fi et le téléphone sans fil à proximité de vous. Je peux vous dire que le corps va devenir réactif. Il y a plus de femmes déclarées que d'hommes actuellement. On estime à 5% de la population française le nombre de personnes victimes et beaucoup qui ne le savent pas. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire pour vous, pour vos enfants. Vraiment, eux, ils n'ont pas connu avant. Vous avez connu avant. Vous pouvez vous dire, oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On va toujours plus vite, encore plus vite. Notre corps n'est pas fait pour aller plus vite. Là, je suis juste dans la biomécanique. Essayez de comprendre ça, de vous interpeller. Vous avez le droit de vous poser des questions. Voilà, je suis prête à répondre à des questions si vous voulez, au cas où. Oui ? Si. Ne perdez pas espoir si vous avez ça. On a effectivement, à condition qu'on aille dans des zones blanches et qu'on enlève déjà tous les émetteurs directs et indirects. Alors, peut-être Pierre-Marie sur cette question. Juste répondre à cette question précise, puis après j'aimerais aborder effectivement les autres. La question portait sur la réversibilité de l'électro-hypersensibilité, c'est-à-dire quand on est EHS, est-ce qu'on peut reprendre une vie normale ? C'est-à-dire, éventuellement être ici, etc., etc. Je vais répondre par mon cas personnel, puisque c'est ce qui m'est arrivé. Puisque moi, j'ai fait, quand j'étais exposé donc à Paris, j'ai eu un certain nombre de symptômes, les symptômes classiques, plus une flambée de toute ma biochimie. La glycémie, le fer, les transimines, etc. Depuis que je ne suis plus exposé, j'ai plus de problème. Mais effectivement, chez moi, je ne suis plus exposé. Quand je vais à Paris, par contre, puisque je suis amené à y aller régulièrement, si je fais un peu de métro, j'ai ce qu'on appelle de l'ébriétisme. Je suis pourtant pas bourré, je n'ai pas bu, mais je titube en rentrant chez moi. Mais voilà, je peux supporter beaucoup de choses, je vis tout à fait normalement. Donc c'est aussi possible et je ne suis pas le seul cas. Est-ce qu'il y avait... Oui, monsieur ? Il
n'y a pas de problème. Vous allez sur le site de Poème 26, je suis prêt. Alors, ce monsieur demande où est-ce qu'on peut trouver les écrits de ce que je dis. Effectivement, je ne suis pas médecin, je suis kinésithérapeute. Mon chemin, il existe depuis 13 ans, quand j'ai découvert que ma fille était électro. Et c'est mon travail qui m'amène à cette réflexion. Et donc, vous allez sur le site de Poème 26, P-O-E-M 26, ça veut dire prévention ondes électromagnétiques Drôme.com. C'est notre nouveau site. Vous trouverez plein d'informations, et notamment le dernier, un dossier de Poème 26, où vous avez écrit tout ça. Hein. Je veux dire qu'il faut, la science effectivement est là pour mettre en évidence des symptômes, mais il faut remettre la science aussi dans la globalité. Si on n'en tient pas compte, ce n'est pas des chiffres qui nous feront vivre. Notre corps, il expérimente au quotidien. Donc voilà ma théorie, effectivement. Oui. Alors, juste avant, parce que justement les associations sont en contact régulier avec les pouvoirs publics, et peut-être que Pierre-Marie va pouvoir nous en dire un peu plus, et notamment sur Alert PhoneGate, qui est une action qui est assez récente, et puis sur comment les assos aussi travaillent avec, ou ne travaillent pas, avec les pouvoirs publics aujourd'hui. Oui, je vais répondre à ça. Alors sur Alert PhoneGate, nous, Robin des Toits, nous avons effectivement eu des actions en commun avec Alert PhoneGate, mais je ne représente pas ici le docteur Marc Arasi, et je ne représente pas Alert PhoneGate, et je ne suis pas Alert PhoneGate, il faut que ce soit bien clair. Par contre, nous avons travaillé ensemble. Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais souligner un fait très important, et qui correspond notamment à notre évolution de Robin des Toits. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en 2004, quand Robin des Toits a été créé, il y avait une problématique qui était celle des antennes relais, celle du Wi-Fi, celle des portables. Donc, on constatait les effets sanitaires de cette technologie. Linky est arrivé. Merci Linky. Et la 5G est arrivée. Et si vous voulez, ce qui a été très important, notamment dans la mobilisation des gens aussi, mais c'est qu'on est passé des effets sanitaires d'une technologie aux effets sanitaires liés à un type de société, ce qui change beaucoup, beaucoup de choses. Et on a un scandale sanitaire à Robin des Toits, on reçoit de plus en plus d'appels et de remerciements d'ailleurs, ça fait plaisir, de gens qui sont électro-hypersensibles. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes à souligner, ce sont les effets autres que le HS. J'aimerais le développer après si Julien me le permet, mais puisque je vais répondre à ces questions quand même, notamment les enfants, puisqu'on en parlait tout à l'heure et Catherine en parlait aussi, ce qu'on oublie, c'est le rôle de l'éducation nationale dans les effets notamment sur les processus cognitifs. Avec le tout numérique et la mise en place du tout numérique à l'éducation nationale. Alors ça, je pourrais en parler un tout petit peu. Ça va beaucoup plus loin d'ailleurs que les effets des ondes. En ce qui concerne nos relations avec le pouvoir public, c'est assez intéressant. Nous étions portés, et puis la justice, parce que c'est lié, la justice, pardon, parce que c'est lié. Vous savez qu'effectivement, notre problématique ne peut plus se jouer devant les tribunaux judiciaire, c'est devant le tribunal administratif. Et on a donc été se porter jusqu'au Conseil d'État, notamment pour le décret de 2002 il y a quelques années, et là, récemment, il y a l'année dernière, pour le décret sur l'attribution des fréquences. Je ne vous dis pas le résultat. Le premier, vous le connaissez, on a été débouté. Le deuxième, on a eu un mémoire en retour. Là, on va être débouté également. En ce qui concerne les pouvoirs publics, nous avons récemment, parce que nous pensions, et je pensais aussi très fortement, qu'il fallait que les diverses associations s'unissent pour avoir plus de poids. Nous avons donc, il y a un an maintenant, je crois, une action commune avec cette association, et nous avons été reçus par le cabinet de Madame la ministre Punier-Runacher, c'est-à-dire donc à l'économie, secrétaire à l'économie, à l'entreprise, etc. Il y avait là, nous avions demandé à être reçus par le ministère de la Santé, la ministre étant Madame Buzyn à l'époque,
donc sans autre commentaire. Elle ne nous a même pas répondu, c'est même pas non. Nous n'avions été reçus qu'au ministère de l'économie, où nous avons pu donner, parler de tout, d'environnement, mais surtout des problèmes de santé et du problème de PhoneGate, puisque Marc Arasi et le PhoneGate étaient là. Le PhoneGate, il faut savoir ce que c'est. Et pour nous, c'est important. Et pourquoi Robin des Toits s'est allié sur ce point-là particulier avec Alert PhoneGate, c'est parce que donc PhoneGate, c'est exactement comme Dieselgate. C'est-à-dire que les fabricants de portables ont triché. Ils ont triché sur le DAS, le débit d'absorption spécifique, qui mesure la quantité d'énergie qu'on doit absorber au maximum. C'est-à-dire qu'il est normalement en France, parce qu'aux États-Unis il est plus bas, de 1,6 watts par mètre, en France de 2 watts, et là, on a des facteurs multiplicateurs de 5 ou de 7. Un certain nombre de portables ont été retirés du marché, mais pour nous c'est important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau d'exposition des gens avec leur portable à l'oreille, et donc le DAS ayant été mesuré à distance du corps ou à distance de l'oreille, avec en plus des logiciels à l'intérieur du portable qui pouvait reconnaître si l'antenne était une antenne de mesure ou une antenne en réel. Donc on a eu des fraudes extrêmement importantes. On peut imaginer ce que ça a fait sur la population. Alors en termes effectivement de provocation d'électro-hypersensibilité et en termes de cancer, je voudrais souligner que Santé publique France a publié que le nombre de glioblastomes a augmenté, que c'était sans doute dû au champ électromagnétique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc les pouvoirs publics, nous sommes, et c'est moi qui représente Robin des Toits au comité de dialogue radiofréquence à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est assez intéressant parce que si vous prenez le rapport EHS ou le rapport enfant par exemple, dans le rapport enfant, l'ANSES, si vous lisez bien les rapports de l'ANSES, vous avez plein d'informations et plein d'études. Notamment, je pense à cette étude sur la diminution des neurones de l'hippocampe, l'hippocampe étant entre autres une structure impliquée dans la mémorisation et la mémorisation courte par exemple. Donc, en partie dans les processus cognitifs. On sait d'autres choses, notamment des effets sur le cerveau frontal avec les problèmes de décision, etc. Vous lisez ça dans un petit paragraphe dans le rapport. À la fin du rapport, vous lisez qu'il est recommandé de baisser les normes et les niveaux d'exposition pour les enfants parce que c'est quand même dommageable. Qu'est-ce qui ressort au niveau médiatique, au niveau public? C'est pareil pour le HS. Qu'est-ce qui ressort? Circuler, il n'y a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on est dans une position scientifique de la preuve. On a la même chose dans un autre domaine qui n'est actuel, mais qui n'est pas le domaine de Robin des Toits. Mais bon, c'est la même chose. Donc, il faut effectivement fournir la preuve scientifique, mais avec la problématique du doute, puisque chaque fois qu'une étude sort, on va la critiquer sur les biais. Et une étude scientifique a obligatoirement des biais. Une des choses, par exemple, c'est qu'on a des études sur animaux qui sont très claires. Moi, j'ai travaillé dans un domaine, dans une vie antérieure, notamment dans l'agroalimentaire, on utilisait les races en nutrition, on utilisait les races sans problème. Et là, quand il s'agissait de fabriquer des produits allégés et de les mettre sur le marché, l'industrie agroalimentaire n'avait absolument aucun état d'âme à utiliser des modèles alimentaires, notamment sur le rat. Comme par hasard, quand il s'agit des champs électromagnétiques, les modèles animaux ne sont plus valables. Il faut m'expliquer, je suis physiologiste, je suis biologiste, il faut m'expliquer pourquoi, ou je l'étais. Voilà. Donc il faut m'expliquer pourquoi. Et là, on a effectivement des gros problèmes. Moi, je regrette que l'ANSES, je regrette très vivement la grande timidité de l'ANSES, et surtout l'utilisation médiatique de ces résultats. Merci. Je propose qu'on reprenne une petite série de questions de la salle, peut-être. Alors,
vraiment sur la question donc, de la norme et le côté relatif de la norme, on a déjà parlé de Alert PhoneGate. Donc c'était pareil sur la norme, c'est-à-dire que les mesures étaient faites à cette distance-là de l'oreille, et en fait alors que chacun tient son téléphone collé contre l'oreille. Et en fait entre les deux, ça a multiplié, je ne sais plus quel chiffre tu as dit, par 4, la valeur par 4. Quoi. Ça dépend des portables. Des portables. Mais voilà, selon qu'on tient son téléphone ici ou ici, ça multiplie par 4 environ. Et puis la question de la preuve et de la charge de la preuve qui doit faire la preuve aussi. Je sais pas si... Si, je vais quand même répondre sur l'ICNIRP, parce qu'il faut savoir ce que c'est. Hein. L'ICNIRP est issu d'une structure internationale qui était sur la protection des radiations ionisantes, c'est-à-dire du nucléaire. Donc l'ICNIRP, c'est une commission internationale sur la protection des radiations non ionisantes. J'adore ce genre... de sigles sur la protection. Nous voilà donc protégés. Merci Monsieur Ripaccioli, qui était le premier président de l'ICNIRP. Merci d'autres noms que je ne pourrais pas citer ici, parce qu'il bon, mais il y avait Monsieur le professeur Verret, il y avait le professeur Dessèze, qui tous les deux travaillaient pour Bouygues, notamment. Les autres, Ripaccioli avait montré les effets des champs électromagnétiques sur l'organisme. Comme par hasard, quand il devient président de l'ICNIRP, il renie tout ce qu'il a dit. Donc le problème, il est très clair, sauf que c'est très grave. L'ICNIRP, en fait, est donc aux mains des opérateurs. On a eu à l'ANSES un comité de dialogue radiofréquence avec le patron de l'ICNIRP de l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois. La personne qui s'occupait de la commission ad hoc à l'OMS, dans laquelle d'ailleurs, comme par hasard, sont les membres de l'ICNIRP. Alors, on leur a mis tout ça sous le nez, ils nous répondent oui, merci, on ne refera plus. Moyennant quoi, avec la 5G, on a des normes qui sont encore augmentées. Les normes sont à 41, 61 et 80 volts par mètre. C'est le Conseil de l'Europe, dans sa résolution 1815 de 2011, a, lui, demander que les normes soient à 0,6 volts par mètre, ce qui est déjà très largement au-dessus des normes de biologie qui étaient données. Et donc, du coup, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces normes-là, elles sont faites par les opérateurs pour les opérateurs. Les pouvoirs publics, dans le décret de 2002, ont sanctifié ces normes dans des conditions absolument scandaleuse. C'était juste avant de quitter le pouvoir, juste pendant des vacances. Allez, hop, on donne un petit coup de pouce aux opérateurs et on fait passer le décret. De toute façon, je m'en vais le lendemain. Donc, en tant que Premier ministre. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on est confronté, nous, à un rouleau compresseur et à, effectivement, des conflits d'intérêts qui sont majeurs, avec des enjeux financiers qui nous dépassent. Voilà, donc ça, il faut être très clair. Donc les normes ne nous protégeront pas, parce qu'elles sont faites par les opérateurs pour les opérateurs et sont des centaines de fois au-dessus de ce qui devrait être. C'est comme si on vous autorisait à rouler à 1800 km/h sur l'autoroute. Je vous le conseille, c'est très bien. En ce qui concerne l'autre question, c'était la question de la preuve. Attends, je voudrais réagir quand même sur les normes, s'il vous plaît. Les normes datent de Lionel Jospin, 41, 51, 61, et elles n'ont jamais été revues à la baisse. Moi, je vous invite vraiment, pour les antennes relais, à faire le CERFA 15003. C'est un document officiel, vous le remplissez, vous demandez quelle pollution vous voulez qu'on fasse examiner par l'ANFR, c'est gratuit. Les normes seront toujours en dessous de ce qui est la norme légale, mais en attendant, vous aurez des chiffres. Je vous invite, si vous êtes lyonnais, à voir Carto Radio. Et vous allez voir toutes les antennes relais qui vous inondent. C'est catastrophique. Vous en êtes inondés. Le problème, c'est pour les gens qui sont dans les derniers étages et qui reçoivent les irradiations en plein faisceau. Oui, on peut avoir des troubles de santé. Récemment, je suis allée faire des mesures justement chez une nouvelle adhérente de Poème et elle me dit « Ah, mais c'est les antennes relais ». Effectivement, elle avait des antennes relais pas très loin, mais c'était pas ça qui la polluait. Elle avait le Wi-Fi et le DECT dans son entrée en plein sternum. Je n'ai pas pu rester chez elle. Donc chez vous, commencez par déblayer ce qui est polluant et après vous faites faire les mesures par rapport aux antennes relais.
Et effectivement, les antennes relais peuvent polluer certains appartements. Je vous demande vraiment, allez voir ces sites et posez-vous des questions. Alors, le site, c'est cartoradio.fr. Oui. Donc, c'est et CERFA, CERFA 15003. Ce document, vous le remplissez, vous le signez et vous le remettez à la mairie. C'est la mairie qui est habilitée pour faire réaliser les mesures chez vous gracieusement. Oui, et c'est gratuit, hein, tout en sachant que ce qu'on a dit sur les normes, etc., ça sera toujours bon, hein, puisque les normes sont tellement élevées que de toute façon, ce sera toujours bon. Et en plus, Pierre Paris pourra en parler mieux que moi, mais c'est souvent moyenné, il n'y a pas les valeurs crêtes, donc les valeurs les plus hautes, voilà, et souvent aussi, ça dépend de à quelle heure c'est mesuré, il y a des niveaux plus ou moins forts, etc. Donc ça donne un élément, voilà, qui est... Éventuellement, je redonne des chiffres. Souvent, on peut trouver, vous verrez sur Carte Radio, les mesures qui ont été faites sur Lyon, vous avez du 1 volt, 2 volts par mètre. C'est beaucoup trop. Pour une personne électrosensible, ce n'est pas supportable. Même du 0,05 volts par mètre, ce n'est pas bon pour certaines personnes. Donc dire qu'il y a une norme pour tout le monde, non. Parce qu'on n'a pas le même corps. Corps féminin, corps masculin, on n'a pas la même résistance. Corps âgé, corps jeune, on n'est pas de la même façon. Donc mettre une norme pour tout le monde, et souvent, le plus souvent, c'est fait plus pour les hommes. Excusez-moi, je suis un peu féministe de ce côté-là. Mais la femme réagit beaucoup plus vite en présence des ondes et est plus à alerter parce qu'elle est plus dans le ressenti que l'homme qui prendra peut-être plus de temps en se disant non, je ne vais pas m'écouter et qui peut avoir des symptômes encore beaucoup plus graves. Oui, si tu permets, juste une chose sur la NFR. Ne vous affolez pas, les mesures de la NFR, elles seront toujours effectivement dans les normes, mais elles sont moyennées, comme c'était dit, j'insiste. Et en ce qui concerne la NFR sur le PhoneGate savait tout à fait. Et ça reprend la question de tout à l'heure sur les rapports avec les pouvoirs publics. Ils avaient fait toutes les études sur les portables. Ils ont demandé à l'ANSES à ne pas poser la question des DAS alors qu'il y avait un travail en cours. Et comme par hasard, c'est sorti il n'y a pas longtemps, et comme par hasard, il n'y a pas longtemps, ça devait être analysé, mais on ne va pas le faire ici, le rapport sur la 5G. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc les normes de la NFR, elles seront toujours parce que moyennées, parce que pas les pics, or ce sont les pics qui sont problématiques. Voilà. Sur Lyon, vous pouvez regarder sur le site Carte Radio, toutes les crèches et les écoles ont eu une mesure. Voilà. Quand vous voyez une mesure qui est entre 1 volt et 2 volts, vous pouvez déjà dire qu'il y a un petit souci, par exemple. Peut-être Pierre-Marie qui voulait répondre sur la question de Madame sur voilà, tous les témoignages qui ont été faits, tous les reportages qui ont été faits, notamment sur les électro-hypersensibles. Pourquoi on n'arrive toujours pas aujourd'hui à avoir la preuve de la nocivité des ondes et toutes les études scientifiques. Oui. Donc une chose, ce qu'il faut savoir, c'est que pour reprendre les affaires de René Desèze, ça c'est très clair. On est confronté, il n'y a plus de recherche indépendante. Voilà, ça c'est très clair. La recherche, elle est du côté des industriels. Lorsque une recherche indépendante peut être effectivement mise en œuvre et donner des résultats, immédiatement l'industrie fournit une étude qui va être contradictoire. C'est pas récent. C'est l'industrie du tabac qui a inventé ça, avec une agence qui s'appelait Burton Matzler, qui a donc fait ce qu'on appelle effectivement la technique du doute. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas, puisqu'il n'y a pas la preuve et ce n'est pas possible. Et scientifiquement, on aura toujours des biais. C'est la sélection du biais qui est importante. Curieusement, j'ai parlé tout à l'heure d'agroalimentaire dans une vie antérieure. Curieusement, les programmes de l'éducation nationale sur l'alimentation ont été faits sur commande d'Astra Calvé. Je peux le confirmer. J'allais dire j'y étais, pas Astra Calvé, mais enfin bon. Et avec une agence, Burston, Matzler. Les opérateurs qui reprennent cette technique du doute, notamment un des grands fabricants, c'est
Burston, Metzeler. Donc, si vous voulez, cette fabrique du doute, elle est importante. Et dans ce qui s'est passé avec Madeleine Bastide et René Desèze, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Gérard Ledoy qui a perdu notamment ses budgets, etc., qui avait montré que sur des végétaux, notamment les tomates, il y avait un effet. Donc, s'il y a un effet sur le vivant, si sur les végétaux, pourquoi pas sur l'homme? Surtout qu'on connaît les effets sur la cellule, sur les protéines, etc. Je ne vais pas vous en parler ici, je ne vais pas vous faire une semaine de cours qui nous amènerait même à aborder éventuellement des aspects quantiques avant la biochimie et les modifications des protéines. Hein, mais ça, on les connaît. Hein, c'est sûr. Et donc, quand Madeleine Bastide a fait ses études sur les embryons de poulet, elle a trouvé 65% de taux de mortalité. Là, elle a été refaite, hein, puisque en science, hein, on refait l'étude. Hein, ce qu'on appelle une réplication. On réplique. C'était une chargée de recherche qui dépendait de René Desèze. Desèze donc elle retrouve exactement les mêmes résultats. Et Desèze a refusé de les publier en disant qu'effectivement c'était juste un effet thermique et il les a pas publiés. Et Desèze travaille pour qui? Pour Bouygues. Voilà. Donc le problème de la preuve, c'est le problème de la recherche. Vous pouvez aller sur le site d'une association à laquelle Robin des Toits adhère qui s'appelle Sciences Citoyennes. Et vous aurez pas mal d'informations dans le domaine. Ok, alors il y a plusieurs mains qui se lèvent. J'avais vu à gauche là des mains. Madame? Oui? Je donne le micro parce que sinon... Donc Jacqueline Collard de l'association SERA Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc avec Pierre-Marie à l'agence de sécurité sanitaire pour essayer de contrer tout ce qui est en train d'être mis en place sur la 5G, mais pas que sur la 5G, sur la téléphonie mobile dans sa globalité, sur les objets connectés dans leur globalité. Je vous signale que depuis le 1er juillet 2020, vous devez avoir le DAS de tous les appareils électroniques sur l'appareil que vous achetez. Peu de personnes le savent et peu de personnes le vérifient. Donc, je vous engage, si vous avez acheté du matériel, à le demander, à vérifier qu'il soit en dessous des 2 watts par kilogramme, ce qui est déjà beaucoup trop, mais pour lequel il est... Le DAS, le débit d'absorption spécifique dont vous a parlé Robin des Toits. Quelque chose qui était avant donné avec difficulté, mais qui était donné lorsque vous achetiez un appareil. Maintenant, c'est même pour les jouets télécommandés, pour les tablettes, pour les ordinateurs, vous devez avoir l'indication du DAS. Or, malheureusement, il n'est pas mis. Mais si vous ne le demandez pas, c'est là où le pouvoir consommateur de dire non ou de changer nos modes de fonctionnement pourra nous permettre d'éviter la catastrophe qui est en face de nous. Donc, je vous encourage à le faire. Mais pour conforter ce qu'a dit mon ami Monsieur Thévenot, c'est que l'ICNIRP, tout à fait, et donc vous avez compris, organisme international dépendant de l'ONU avec que les opérateurs de téléphonie mobile du monde entier, a fait augmenter les normes, non pas baisser, mais augmenter les normes afin que justement la 5G, qui néanmoins serait passée sans problème, passe encore plus facilement. Donc au lieu de baisser les normes et de penser qu'il y a un problème de santé publique, on les augmente. Donc on les a doublés. Et nous étions tous les deux en comité radiofréquence quand on nous a bien dit que l'ICNIRP avait fait le nécessaire pour permettre le déploiement de la 5G. Le même jour où nous étions en réunion, alors en visio, parce que bien sûr on n'était pas en présentiel, nous avons parlé du déploiement de la 5G. Nous étions avec le directeur de l'ANSES, donc on aurait pu penser avoir des informations fiables et objectives. Et bien ce jour-là, le gouvernement donnait l'autorisation de développer la vente aux enchères pour les antennes relais 5G. Donc vous voyez bien qu'on se moque du monde. Pendant le confinement, il y a eu une ordonnance qui a donné tout pouvoir aux opérateurs pour installer comme ils voulaient des antennes au profit des gens qui avaient tellement besoin de la connexion qu'il fallait ça pour survivre, pas de l'air pur, mais la connexion, oui.
Et on voit que le télétravail, la connexion et la 5G, tout ça, c'est dans la même sauce. Et nous devons être alertés de ce déploiement inopiné, mais bien, enfin inopiné à nos yeux, mais bien mis en place depuis longtemps, puisque ça fait plus de 10 ans que l'Europe avait donné l'autorisation de déploiement. Michel Rivasi, qui est donc une députée qui se bat aussi sur la 5G, a demandé un moratoire au niveau du Parlement européen de ce déploiement. Elle a réuni un bon nombre de parlementaires, mais jusque-là, bien entendu, ça n'a pas bougé, parce que vous vous rendez bien compte que le pouvoir économique a un autre pouvoir que le pouvoir santé publique, sachant qu'en France, je ne parle que de la France, 1% seulement du budget du ministère de la Santé est alloué à la prévention. Merci Jacqueline. Et Pierre-Marie, tu voulais rajouter je voulais un juste mot parce sur que l'ordonnance. insister sur ce que vient de dire Jacqueline sur un point précis. Les ordonnances, la 6e ordonnance de mars, qui a autorisé les opérateurs de téléphonie mobile à mettre des antennes en dehors de toute réglementation, même en dehors d'une autorisation de la NFR. Cette ordonnance est là ce qu'on appelle un délai d'habilitation, c'est-à-dire que prise dans un état d'urgence, qui est l'état d'urgence sanitaire, si au bout d'un certain temps, elle ne doit plus être valable. Je vous signale, parce que ça, c'est pas connu. Donc, quand on parlait de prévention et quand on parlait puis on pourrait parler de démocratie, que le Conseil constitutionnel, au mois de mai, a déclaré qu'une ordonnance, si le délai d'habilitation était dépassé, elle aurait quand même force de loi. Merci pour les antennes 5G et merci pour notre niveau d'exposition. Merci pour tous les EHS à venir. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. Et dans le même esprit, on peut dire aussi qu'il y avait une taxe qui existait des opérateurs qu'ils étaient chargés de payer pour financer des études dans le domaine sanitaire, qui a été supprimée là dernièrement. Voilà, donc il n'y a plus de financement pour les études sanitaires. Alors, on reprend une série de questions, monsieur. Alors, donc, si je résume, il y a 2 questions. Il y a une question sur le principe de précaution qui n'est pas... Plutôt la santé. Donc, une question sur le principe de précaution qui n'est pas appliquée. Et puis après, on reviendra spécifiquement sur la 5G et des questions sur mobilisation autour des antennes 5G. Je sais qu'il y a un atelier qui se fait à l'autre côté du pont aussi sur toutes les mobilisations qui viendront après toute cette journée, parce que cette journée, c'est vraiment un début. Et après, je pense qu'il y aura plein d'autres actions, notamment locales, autour des antennes. Et puis sur la corrélation entre 5G et coronavirus. Peut-être... Pierre-Marie, sur la première question, sur le principe de précaution. Alors, sur le principe de précaution, il faut être très clair. Robin de Thoy avait gagné, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'années, notamment sur ce principe de précaution judiciaire. Le tribunal des conflits, vous savez, c'est ce tribunal qui décide si le tribunal compétent est le pénal ou l'administratif, a décidé que tous les problèmes liés aux antennes ne relevaient que du tribunal administratif. Donc, du point de vue santé, on est coincé. Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de faire enlever une antenne, ce n'est pas possible de faire enlever une antenne du fait du principe de précaution. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu faire enlever une antenne, on est passé par soit un défaut dans le dossier DIM, le dossier d'information mairie, soit effectivement un problème d'urbanisme, non-respect du code de l'urbanisme. La loi Elan de 2018 a déjà, avec le décret de 2018, a déjà largement fichu en l'air la loi Abeille. L'ordonnance de mars a complètement dérégularisé. On ne peut même plus attaquer sur l'urbanisme. Donc après, il y a une mobilisation citoyenne qui peut se faire.
Donc la question est un peu plus complexe. Vous pouvez aller sur le site de Robin des Toits sur les fiches, et notamment les fiches antennes, où les choses sont détaillées. Je ne vais pas le faire maintenant. Donc est-ce qu'on pourra les enlever? Ça dépend effectivement. Si, et ce n'est pas clair juridiquement, je suis désolé, j'aimerais bien pouvoir donner des réponses claires et nettes, mais il est évident que du point de vue juridique, c'est toujours un peu compliqué. Et s'il y a eu une demande de mise en place de l'antenne avant, et s'il y a eu un dossier, on peut peut-être faire référence à ça. C'est pas tout à fait sûr. Bon, avec notre avocat, on en discute encore. En ce qui concerne les antennes 5G, oui, elles seront commutables. Les antennes 4G, pour l'instant, tout ce qui se fait, c'est en 4G+, avec du 3,5 GHz. Elles sont commutables. Quand, comment, dans quelles conditions, on n'a pas les infos. Et même au comité de dialogue radiofréquence, on n'a pas les infos. De toute façon, comme disait le directeur de l'ANSES, c'est ici un comité de dialogue, c'est pas un comité de concertation. Donc nous, on décide, et puis, bon, je sais pas, je terminerai pas la phrase. Merci. Et peut-être Catherine, donc sur les Oui. effets de santé Par de la rapport 5G et des ondes en général. Aux antennes relais quand même. Moi, je vous invite à faire un collectif, quand vous ne voulez pas qu'une antenne relais se constitue, et à sensibiliser votre maire. En Ardèche, là, il y a eu un maire qui a empêché l'installation d'une antenne relais. Il faut savoir, est-ce que c'est sur un domaine public ou un domaine privé qu'il va y avoir l'antenne relais? Donc, il faut sensibiliser, informez-vous et faites des collectifs. Rejoignez des associations, soyez représentatifs. Après, par rapport au corona, on ne prendra pas position par rapport à là-dessus parce qu'il y a des lieux où il n'y a pas eu la 5G et il y a aussi le corona. Par contre, ce que vous avez dans votre habitation, quand on est en télétravail toute la journée, avec la famille, les enfants, tout le monde son téléphone portable, sa Wi-Fi et tout ça, je peux vous dire que la baisse de l'immunité, elle n'a pas besoin de la 5G. Vous l'avez déjà. Donc, commencez par enlever ce qui pollue chez vous. Pour moi, c'est fondamental. Oui ? Alors peut-être cette question spécifique là sur les colonnes montantes. Tu veux dire un mot? Oui, c'était la loi Elan sur les colonnes montantes. Donc la propriété, je vais faire vite parce qu'en plus c'est quand même un sujet un peu différent de ce qu'on devait aborder aujourd'hui. En ce qui concerne les colonnes montantes, donc la loi Elan disait qu'effectivement les colonnes montantes appartiennent à la copropriété, qu'elles peuvent être qu'elles passeront au bout de 2 ans, c'est-à-dire ça doit être maintenant, je me souviens plus, je crois que c'était novembre, c'est novembre, donc à Enedis, que les copropriétés devaient effectivement signaler qu'elles voulaient garder la propriété de ces colonnes montantes à charge à elles de les entretenir. Donc d'où beaucoup de copropriétés, le refus de beaucoup de copropriétés et le passage à Enedis parce que à cause des coûts d'entretien. Cela dit, ça permet effectivement à Enedis d'une part d'avoir accès à l'immeuble et de poser effectivement des compteurs en toute tranquillité. L'autre chose, c'est que ça permet, et les colonnes montantes ne vont que jusqu'au compteur normalement. C'est une chose, c'est tout ce qui est câbles qui ne vont que jusqu'au compteur. Et ça permet notamment de louer, si la copropriété décide de mettre une antenne sur le toit, éventuellement de louer le passage. Donc alors je ne sais plus la date exacte, on est sur la fin. 23 novembre, c'est ça, oui. J'avais oublié le jour, je vous avais dit novembre, mais c'est le 23, j'avais oublié le jour, j'en suis désolé. Alors on reprend peut-être une série de questions sur la santé et les ondes. J'ai oublié de vous signaler quelque chose qui est quand même significatif. Depuis des années, vous savez que la France est engagée au niveau de l'Europe, mais pas que, si vous voulez, sur le déploiement de la 5G. Or, tout à fait par hasard, il y a quand même des gens, des hauts fonctionnaires des différents ministères qui se sont interrogés au déploiement de la 5G pour justifier que cette 5G était indispensable et ils ont fait une étude à travers le monde. C'est un rapport de l'IGAS. Alors l'IGAS a interrogé le ministère de la Transition énergétique, le ministère des Solidarités, c'est-à-dire celui de l'économie et des finances, le Conseil général de l'environnement, l'Inspection générale des affaires sociales, l'Inspection générale des finances, le Conseil général de l'économie,
pour nous dire que circuler, il n'y a rien à voir. Il y a 21 pays qui ont mis en place la 5G, mais sans aucun problème. Alors pourquoi nous en inquiéter en France? Ça n'a aucune raison. Et donc, ces gens-là ont fort travaillé, puisqu'ils ont travaillé en plein été, parce qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper auparavant. Et donc, ils ont travaillé entre le mois de juillet et le mois d'août. Vous voyez, les hauts fonctionnaires, ils ont bien bossé. Et en disant que c'est un processus continu d'amélioration technologique qu'on ne peut empêcher si on ne veut pas que la France soit au rang zéro de l'évolution économique. Donc, si vous voulez, tout concourt pour donner libre cours à l'ensemble des opérateurs pour faire ce qu'ils veulent. Alors, effectivement, nous sommes ravis que vous soyez nombreux pour vous être mobilisés aujourd'hui, si ce n'est que le contre-pouvoir, il n'est encore pas à la hauteur des enjeux. Ce matin, pour avoir discuté avec les CRS au départ de la manif, ils m'ont dit « Oh, ben, on pensait qu'on vous seriez beaucoup plus nombreux ». Donc, vous voyez qu'ils sont là quand même pour voir comment la population se mobilise, même s'ils n'en ont rien à faire, qu'il y a plus de 80 maires qui ont signé, dont les maires des grandes villes qui ont signé un moratoire, et que de toute façon, ce moratoire, c'est comme nos manifestations, elles n'ont pas une fonction aussi excellente que nous pourrions l'avoir. Mais si nous ne le faisions pas, ce serait pire. Donc continuons notre combat pour la santé qui est absolument annihilé en France, et l'ensemble du corps soignant, d'abord pour la majorité, n'a pas la compétence ni la connaissance, et en plus de ça, n'osent pas, parce qu'ils ont les conseils de l'ordre derrière le dos, et ils n'osent pas lever le petit doigt pour être bien sûr de conserver leur capacité à recevoir des clients. Donc nous avons un pouvoir important dont nous n'imaginons pas, c'est le pouvoir consommateur à tous les niveaux, qu'on achète des appareils ou qu'on aille voir des médecins, le corps soignant, et en leur disant, est-ce que vous êtes au courant? On a monté une association qui s'appelle l'association Zone Blanche, qui essaie de faire une zone blanche pour les gens déjà en difficulté dans les Hautes-Alpes, et nous essayons avec des moyens faible certes, mais avec un ensemble de personnes compétentes et en particulier du corps médical pour essayer d'avancer. Mais nous ne sommes toujours pas assez nombreux pour être incisifs. Merci. Alors, ouais, peut-être Pierre-Marie, tu voulais rebondir, notamment, nous on a intitulé cette journée sur la 5G et son monde parce que voilà, il y a vraiment cette société du tout numérique qui avec la 5G va arriver et qui crée aussi un phénomène d'addiction au tout numérique, et ce qui explique aussi pourquoi les mobilisations sont si difficiles de mettre en place, vu que voilà, le smartphone par exemple c'est devenu vraiment l'objet, le prolongement de soi, quoi. Oui, je voulais quand même, parce que sur les effets biologiques, il y a beaucoup de choses qu'on oublie, et notamment ces phénomènes d'addiction. Et je voulais rebondir sur les problèmes de mobilisation. D'abord, effectivement, on est très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes. Ça, c'est important, parce qu'on se sentait un peu vieillir, et c'est rassurant. L'autre chose, c'est que... une chose que vous ne savez pas, c'est que cette addiction, elle a été créée et dite il y a déjà 15 ans. Le livre bleu des industries du numérique, qui proposait leur plan pour les décennies à venir, qui ont proposé ça au gouvernement, au pluriel. Donc en 2004, page 35, vous lisez ceci. Comment va-t-on faire passer les idées sécuritaires, et comment va-t-on faire passer la surveillance généralisée, la biométrie, etc. Page 35 du livre bleu des industries numériques, 2004. Eh bien, en utilisant le portable. Pour la biométrie, c'est simple, dès l'école maternelle, il faut qu'ils apprennent à ouvrir la porte, à aller à la cantine, etc., avec leurs mains, leur visage, etc. Comment va-t-on faire passer la surveillance généralisée? Ça va être un tout petit peu plus difficile. Il va falloir qu'on ait l'acquiescement des gens. Donc pour ça, il va falloir qu'on mette en place du ludique. J'étais hier à Paris, j'étais dans le métro, j'étais assez effrayé parce que vous aviez des gens avec le masque, bien sûr c'est obligatoire, et leur portable. Et j'avais l'impression de zombies. Mais ça a été fait exprès.
quand vous regardez ce que dit le numéro 2 d'Uberberg, et c'est Élise Lucet qui depuis a fait moins, donc parce que, bon, effectivement, il y a des pressions aussi. Donc, dans un reportage qu'elle a fait l'année dernière, vous voyez le numéro 2 d'Uberberg dit « Oui, nous on savait, ça crée de la dopamine, puisque la dopamine, c'est le neuromédiateur du plaisir, et on savait qu'on avait une sécrétion de dopamine importante, donc on crée une dépendance. » Voilà. Et nous, notre problème à l'heure actuelle, c'est effectivement de lutter contre une drogue, hein, et de pouvoir faire en sorte que les gens se détoxicomanisent, avec un beau néologisme, et c'est très 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 difficile. Et si on ne tient pas compte dans la mobilisation de la population des effets d'addiction qui sont proprement biologiques, on a beaucoup plus de difficultés à mobiliser. Mais ça, il faut savoir. Le premier, c'était, je crois, l'année dernière, un envoyé spécial. Et le dernier, il est passé, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, un nouvel envoyé spécial sur la téléphonie mobile, qui était bien, hein, mais relativement soft. Vais-je trahir un secret par rapport à un autre travail qui était prévu sur la 5G? Je vais répéter les questions. Donc il y avait 2 questions sur la 5G, enfin plusieurs réflexions sur la 5G. Et donc la 5G aujourd'hui qui est en cours de développement, c'est sur des fréquences qui sont assez proches de ce qui existe déjà. Et dans un deuxième temps, ils vont développer la 5G dont on parle millimétrique, donc les 26 GHz. Donc ça sera des antennes, des mini-antennes qui seront dans tout le mobilier urbain de la ville, à hauteur d'homme. Et tout le mobilier urbain sera transformé en une antenne, c'est-à-dire votre abribus, votre plaque d'égout, votre feu rouge sera une antenne relais. Et pour que la 5G fonctionne, il faut que tout soit câblé, parce que on parle de réseau mobile, mais c'est avant tout une infrastructure matérielle. Et donc la fibre est effectivement un support nécessaire à la 5G. Et il y avait donc une question sur est-ce que la fibre en tant que telle est nocive ou pas? En tant que telle, la fibre n'est pas mauvaise. Moi, j'ai eu des retours par des électrosensibles. Par contre, quand elle est en suspension aérienne, des électrosensibles peuvent la sentir. Mais là, c'est un retour d'électrosensibles, de ce côté-là. Et par contre, pour le 26 GHz, c'est ça, Bruno, il n'y a bien sûr aucune étude qui a été faite. Et on a bien dit, on va expérimenter, on va voir quand elle sera mise et on verra ce qui se passe. Donc non, il n'y a aucune étude. De toute façon, pour les autres, non, les études n'existent pas. Ça gêne de toute façon. On empêche le progrès. Mais voilà, ressentez et alertez. Oui, je vais rebondir un tout petit peu sur ce que vient de dire Catherine et qui est très juste. La fibre, c'est de toute façon de la lumière avec une réflexion totale. Le problème de la fibre, c'est que de l'installation de la fibre, je suis content et merci d'avoir souligné la question parce qu'elle n'est jamais assez soulignée, c'est que les stations de base qui communiquent en ondes qui ne sont pas millimétriques mais centimétriques, ça a quand même une certaine importance dans le niveau de pénétration en fonction des fréquences. Et si les opérateurs disent millimétrique, c'est pour pouvoir dire que ces ondes étant millimétriques ne pénètrent pas la peau et n'ont aucun effet. Alors je vais revenir quand même, si vous permettez, sur une ou deux études sur cet aspect-là, d'effets biologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les stations de base communiquent avec votre portable, ces stations de base, elles communiquent avec des antennes point haut, qui, elles, communiqueront avec les 50 000 satellites, mais on commence à en laisser plein. Vous avez peut-être vu ces trains de satellites qui sont lancés, et que la nuit, on voit un train de satellites. Donc, la communication entre les stations de base et les antennes point haut se feront par la fibre. D'où ce développement de la fibre, parce qu'effectivement, la 5G a absolument besoin de la fibre pour ce genre de choses. Donc, on dit aux gens, voilà, c'est toujours pareil, les mêmes mécanismes, c'est le progrès, la fibre c'est bien, c'est pas, vous serez pas en CBS, c'est rapide, machin, etc. Bien. Voilà, donc ça c'est une chose. En ce qui concerne les effets
de ces ondes millimétriques et centimétriques. C'est effectivement la question qui a été posée à l'ANSES. Hein, et l'ANSES a répondu en disant voilà, on va faire des études et en 2021, on aura quelque chose. Je rappelle que le code de Nuremberg interdit de faire des expériences sur les personnes. Voilà. Le fait, c'est de dire on n'a pas entre 35 GHz, au-delà de 35 GHz, on a des études, elles ont été faites par l'armée, etc. En dessous de 3,5 GHz, on les a. Et entre les deux, on n'a rien. Donc, on ne peut pas savoir. Cela dit, Madame Agnès Pannier-Runacher, devant la Chambre des députés, a dit on s'en fiche, on développera de toute façon. Quels que soient les effets sanitaires. Mais ce n'est pas vrai, on a des effets. Moi, je peux vous dire deux choses, c'est-à-dire que vous avez des champs électromagnétiques. Sous la peau, on a plein de récepteurs à 1 ou 2 ou 3 millimètres. Comme ce sont des ondes centimétriques, ça pénètre de toute façon. Il y a plusieurs mécanismes, c'est-à-dire que vous avez des charges qui circulent dans les neurones que vous avez sous la peau. Vous avez les yeux, etc. Donc ça, vous créez des déplacements de charge et vous créez un courant induit qui lui-même crée un champ électromagnétique qui se répercute à l'intérieur du corps et des cellules et qui crée un stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui était à la fois à l'origine de tous les effets, et puis vous avez en même temps des effets sur des protéines réceptrices. Alors je répète, si vous avez quelques heures et quelques notions de base, on peut en discuter, mais je ne vais pas vous imposer ça serait quand même très sadique. Mais on a une perturbation des protéines. Vous savez, les protéines ont une forme. Et puis, quand des protéines ont perdu leur forme, il y a d'autres protéines qui permettent de leur garder leur forme. Ces protéines-là sont atteintes. Elles sont atteintes au niveau d'un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes physiques et biochimiques particuliers. Et donc, du coup, ça induit des modifications de la cellule. Donc, ça, ils le savent très bien. Ils n'en ont rien à faire, mais ils le savent très très bien. Comme pour le HS, ils savent très bien, mais bon, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de vendre. Mais c'est pas vrai qu'on n'a pas. Alors effectivement, le lien avec des effets sanitaires n'est pas montré. On connaît des effets biologiques sur la cellule et on est dans le déni. Et on dit on n'a pas d'études entre les deux, mais on a quand même des indications, on a quand même des choses, on a quand même le stress oxydatif. Ça, c'est quand même montré. Il y a une étude, même CNRS Sorbonne, quoi. Et puis il y en a plein d'autres. Donc voilà, je voulais quand même dire que c'est pas vrai, on a des choses. Donc voilà, pour répondre à la question, donc il n'y a pas eu d'études sanitaires et il n'y a pas eu non plus d'études environnementales sur la mise en place de la 5G. Agence nationale des fréquences. Voilà. Moi, elles ont toujours été faites le jour et souvent pendant des vacances, donc il y a beaucoup moins de monde, ou à des heures de repas aussi. Donc il faut être vigilant et c'est vrai que la nuit, non. Mais il faudrait qu'il y ait surtout une surveillance en continu. C'est pas ponctuel. Alors eux, ils font une extrapolation, ils disent, voilà, c'est un peu plus élevé à telle heure, mais ils ne se rendent pas compte de ce que vivent les gens dans leur habitation. La question également, c'est que la durée des mesures est très faible. Ce sont des mesures moyennées, effectivement. Il faut un laboratoire agréé COFRAC qui est lié à la NFR, et et les mesures n'ont pas de sens. Sauf que la NFR propose des points atypiques à 6 volts par mètre. Moi, j'ai été mesuré à Strasbourg il n'y a pas si longtemps que ça. Les personnes étaient à 17 volts par mètre en permanence. Et une des personnes qui habite là-bas m'a rappelé hier ou avant-hier, je ne sais plus, en me disant qu'effectivement, elle ressentait vers 3 heures du matin, et ce n'est pas la seule personne qui le dit, donc la nuit. Donc, est-ce que c'est lié à des émissions des concentrateurs Linky? Est-ce que c'est lié à des variations de puissance pour des raisons X ou Y? On ne sait pas, mais c'est vrai que j'ai eu ça aussi. Et c'est vrai que faire des mesures à 3 heures du matin, qui soient par un laboratoire agréé COFRAC et qui de toute façon sont fausses, sont problématiques. Ce qu'il faut, c'est effectivement une mobilisation citoyenne dans ce cas-là, quoi. Alors, ce que disait monsieur, c'est qu'on peut faire aussi appel à des professionnels du domaine et qui vont faire des mesures chez vous.
voilà, qui ne sont pas agréés, mais au moins pour vous, vous avez la vraie valeur de ce à quoi vous êtes exposé en fait. C'est ça, en résumé. La nuit, oui, il disait que c'était surtout en Et la nuit, hyperfréquence. effectivement, il y a des hausses qui peuvent se produire. Moi, je l'ai eu, je suis électro-hypersensible, je l'ai eu cet été dans un camping. Toutes les nuits, j'étais réveillé à 3h30 du matin, quoi qu'il arrivait. Et voilà. Et donc, il y a bien quelque chose qui me réveillait. Mais moi, j'aimerais bien parler quand même des basses fréquences aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, il y a le Linky, certes, mais je vous invite aussi à vérifier votre mise à la terre si vous êtes dans des habitations, parce qu'on met beaucoup d'appareils électroménagers, électroniques et tout ce que vous voulez. Certains mettent le CPL et d'autres, on a le Linky. Et justement, si on n'a pas une bonne mise à la terre, toutes ces pollutions ne reviennent pas à la terre et sont concentrées chez vous. Donc, je vous invite vraiment à faire vérifier ça. Et qu'est-ce qui peut se passer la nuit, justement? Il peut y avoir des surtensions. Qu'est-ce qui se passe avec le Linky aussi la nuit? Moi, je suis intolérante aux ondes. On a mis des biorupteurs, des interrupteurs de champ dans la partie nuit. Comme ça, on est sûr que toute l'électricité est coupée dans toute la chambre. Donc, on n'est plus réveillé par des surtensions qu'il peut y avoir dans le système électrique. Donc, Alors, voilà. on va devoir clôturer cette table ronde. Donc, on va finir par la dernière question. Bien sûr, je ne vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. À quoi servent les satellites pour la 5G, pour le développement de la 5G? Je sais pas si... À avoir une couverture mondiale. Il faut voir qu'effectivement, la 5G, l'intérêt n'est pas seulement que vous puissiez jouer avec votre smartphone et votre réfrigérateur. Tout à l'heure, on parlait d'un certain nombre de choses. Je rappelle que Swisscom, qui est l'opérateur suisse, met des antennes sous le macadam des autoroutes, notamment pour la voiture connectée, etc. Si vous voulez avoir une connexion très rapide donc qui permette de transférer des informations à des milliers de kilomètres avec des débits suffisamment importants et rapides, ça nécessite, le CNES nous l'avait d'ailleurs montré, Jacqueline, tu te souviens, donc il faut faut une communication satellitaire. Par contre, ça implique ceux-là seront en 26 ou 35 GHz. 26 GHz qui pose un problème, notamment pour les météorologues, puisque c'est la fréquence d'évaporation de l'eau, c'est avec ça qu'ils font leurs prévisions. Donc ils risquent de libérer la partie ou de bloquer la partie 26 GHz pour les météorologues. Si ces satellites vont communiquer avec les antennes point haut. Donc si vous voulez une couverture mondiale, elle y est. Moi, je peux vous dire que pour avoir participé, pas assisté, à une réunion contradictoire dans un petit village perdu au fond d'une vallée où Free devait mettre une antenne qui servait à rien contre la vie des gens, la population qui a quand même gagné finalement. Quand j'ai posé la question à l'opérateur de Free, parce que lui ça l'intéresse absolument pas de mettre une antenne là pour 60 personnes dont il aura quoi, éventuellement un abonné, je lui ai posé la question de savoir si c'est pour la 5G. Il me dit oui, on prévoit ici la 5G. Et cette antenne-là, il faut bien qu'elle communique mondialement, et c'est le problème de surveillance généralisée, et pour ça, il faut des satellites. Mais c'est vrai qu'on récupère les infos au fur et à mesure, et c'est comme la 4G, ça a mis très longtemps à se développer, et qu'on arrive à la 4G d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la 4G de quand elle a démarré, quoi. Et la 5G, ça va être pareil, quoi. Ça va être sur 5, 10 ans, et ils vont développer au fur et à mesure aussi toutes les applications et technologiques pour la faire fonctionner, quoi. Ce que je sais, c'est que le CNES nous avait dit 20 000 satellites à l'époque, mais on en est à 50 000. Mais la 5G pose un problème global en fait, entre le privé et le public, en fait. C'est-à-dire qu'on va privatiser l'espace public en ville pour installer la 5G, on privatise l'espace pour envoyer des satellites. Donc tout ça, c'est le privé qui va coloniser notre bien commun quelque part.